98 FM, suite de l'émission ardoise sur IDFM Radio Anguin. Je suis avec Françoise Barbe, conservatrice au département des objets d'art au Musée du Louvre, également commissaire de l'exposition qui est présentée au Musée national de la Renaissance au Château des Couans, Majolique, la faïence italienne au temps des humanistes. Bonjour Françoise Barbe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Anguin pour parler d'une très belle exposition donc, qui vient d'ouvrir ses portes, consacrée à la Majolique italienne et qui a réuni la collaboration du Musée national de la Renaissance et du Musée du Louvre, donc, dont vous faites partie, puisque le second commissaire de l'exposition, c'est Thierry Crépin-Leblond, donc le directeur du Musée de la Renaissance. Je crois que c'est une première en France. Oui, qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette exposition ? Mais justement, vous dites que c'est une première. En effet, ce qui nous a un petit peu poussé dans ce projet d'exposition, c'est de la lacune en fait terrible en France. Ces objets sont très beaux, magnifiques. Il y a disons un public qui est très intéressé par ce type de pièces. Or, depuis, on peut dire quasiment 30 ans, il n'y a pas eu d'exposition exclusivement consacrée à ces objets d'art italiens en France. Dans le titre de l'exposition, il y a le terme majolique. On parle beaucoup de majolique. Qu'est-ce que c'est la majolique en fait ? C'est la majolique. C'est effectivement une très bonne question. Et d'ailleurs, on a fait une petite explication dans l'exposition sur ça. Oui. Donc la majolique, en fait, c'est un mot qu'on emploie en France pour parler des faïences de la Renaissance italienne. D'accord, donc c'est vraiment très précis. Voilà, c'est très précis. C'est un mot qui... Et ça s'attache à une époque précise aussi également. Tout à fait, ça se passe à une époque précise, donc à l'époque donc de la Renaissance, on va dire. Oui. L'exposition présente des pièces qui sont globalement comprises entre la fin du XVe siècle et les années 1530. À cette période-là, disons, en Italie, sur les faïences, il y a tout un monde nouveau qui apparaît, c'est celui de l'image historiée. C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà évidemment des faïences, mais avec des scènes plus médiévales ou plus inspirées par peu de personnages, plutôt des animaux, des motifs ornementaux, des choses très inspirées par l'Orient aussi. Mais à la fin du XVe siècle, on a vraiment des histoires qui vont être racontées sur ces pièces. Alors, dans le titre, il y a également le mot humaniste. C'est justement ces humanistes, ces hommes de la Renaissance qui vont adorer ces histoires mythologiques, essayer de retrouver aussi le prestige de la Rome antique, et donc ça va influencer beaucoup les décors de ces céramiques. Oui, tout à fait. Donc comme vous l'avez dit, les humanistes dès le XVe siècle, même avant, mais disons la grande période en Italie au XVe siècle, redécouvrent les textes de l'Antiquité, ils les traduisent, oui. Ils redécouvrent toutes ces œuvres d'art qui étaient un petit peu cachées, un peu ensevelies. Ils retrouvent des sarcophages, des bas-reliefs, des monnaies. Donc il y a vraiment un engouement énorme pour toutes ces œuvres et tous les motifs qui apparaissent sur ces œuvres. Donc évidemment, ça marque profondément l'art même de la période. Alors la majolique, c'était ce qui nous intéressait aussi dans le projet de cette exposition, se fait l'écho de ces préoccupations humanistes. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ces pièces vont accueillir donc des motifs ornementaux, des motifs héraldiques, des motifs figuratifs. Donc on en a parlé, ce qu'on appelle en italien les historiati, c'est-à-dire les pièces à décor historié qui racontent donc des histoires et qui sont effectivement le reflet de toute la mythologie gréco-romaine, des histoires de la Rome antique, aussi des histoires plus proches d'eux, parfois des histoires contemporaines, ce qui est plus rare. Et donc on a vraiment affaire à une grande diversité des sujets représentés et aussi des mains, c'est-à-dire des artistes même, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers qui produisent de telles pièces dans l'Italie, on va dire l'Italie du nord, du centre, quand même la partie nord, la moitié nord de l'Italie. Donc énormément de centres, énormément de styles différents. Alors justement, quels sont les grands centres de production de cette céramique ? On a un petit peu voulu aussi dans cette exposition montrer justement les axes nouveaux de la recherche, puisque les 30 dernières années sont fondamentales, ont complètement renouvelé notre perception de la majolique. C'est-à-dire qu'avant, on avait évidemment des conceptions très héritées de nos chercheurs du 19e siècle, où ils avaient établi un certain nombre de centres précis, où était par exemple censé apparaître l'historiato, justement, cette céramique historiée. Donc c'était notamment les centres de Faenza, Urbino, donc c'est dans la partie centrale de l'Italie, dans les Marches, en Émilie-Romagne.
Et puis en fait, depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de nouveautés. D'abord, grâce aux archives, beaucoup de découvertes archéologiques. Et donc tout ça, étudié, fait que ça remet en cause un petit peu les grands centres établis depuis le 19e, en montrant qu'il y avait une très grande diversité. C'est-à-dire qu'à la fin du 15e, il y a beaucoup de centres. C'est vraisemblablement une technologie de pointe à la fin du 15e siècle, et surtout quelque chose qui a un grand succès. Pour en revenir à votre question, les centres principaux sont toujours ceux qui étaient considérés comme importants, bien sûr, mais il y en a d'autres. Par exemple, le centre de Pesaro, donc sur la côte est des Marches, qui est notamment réévalué par le biais de découvertes archéologiques. Un centre à côté de Florence, donc dans une petite ville qui s'appelle Montelupo, qui a aussi, par ses découvertes archéologiques, complètement révolutionné la connaissance qu'on avait de la production de ce centre. Et puis sinon, les centres, disons, classiques, qui eux sont connus depuis longtemps et qui effectivement sont des centres majeurs. On a en Émilie-Romagne Faenza, dans les Marches, le centre d'Urbino, qui est vraiment la ville où, au début du XVIe siècle et surtout dans les années 1520, sont produits énormément de pièces historiées. Et puis les centres en Ombrie, de Gubbio et de Deruta, qui sont également des centres majeurs. Cette céramique, c'est quoi? C'est de la vaisselle d'apparat? Est-ce que on s'en sert pour manger à table ou c'est juste pour faire joli? Alors, vous avez raison, c'est de la vaisselle d'apparat. Effectivement, les formes utilisées sont celles de la vaisselle de table. Oui. On a des plats, des assiettes, des coupes. Alors, quand on dit ça comme ça, sans voir d'image, on se dit, mon Dieu, une exposition de vaisselle. En fait, évidemment, cette vaisselle, elle est transcendée par le décor qu'elle porte. Et quand oui, tout à fait, un décor très coloré d'ailleurs. C'est très vif, très coloré, très gai, effectivement. Quand on voit l'état dans lequel elle nous est arrivée, bien sûr, on a des pièces cassées, mais elles sont cassées parce qu'elles sont tombées, par exemple. Pas parce qu'elles ont été utilisées pour manger. C'était des pièces qui étaient faites pour être admirées, qui reflétaient le goût de la personne qui les possédait. Évidemment, c'était pas de l'argenterie. L'orfèvrerie, l'argenterie, c'est vraiment la référence pour les personnes très très riches. Vraiment les princes, les prélats, les gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent peuvent se payer de l'argenterie et la montrer, ce qui montre leur richesse. La majolique, c'est un cran en dessous, évidemment, puisque ce n'est pas une matière qui peut être réutilisée. L'argenterie, on peut la refondre, donc c'est une réserve monétaire. La majolique, si on la casse, c'est fini. On la jette, c'est fini, voilà. Donc, mais cependant, voilà, oui. La valeur artistique, esthétique donnée à ces objets existait et on en a des témoignages puisqu'on a des grandes personnalités, par exemple Isabelle d'Este, qui est vraiment une femme mécène humaniste dans le premier tiers du XVIe siècle, à qui on a offert, vraisemblablement sa fille Éléonore lui a offert un service de majolique. Oui, qui est aujourd'hui un des plus prestigieux, quand même. Oui, c'est un des plus prestigieux, tout à fait, parce qu'on en a peu de pièces enfin, tout de même, 23 pièces identifiées en collection privée et publique. C'est pas rien. Donc il y en a plusieurs pièces qui sont montrées dans l'exposition, 5 au total de ce service d'Isabelle d'Este, et l'artiste qui les a peints s'appelle Nicola da Urbino. C'était justement donc un des peintres de ce centre d'Urbino dans les Marches qui a été très influencé par tous les modèles qui inspiraient les peintres sur majolique, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois leur propre capacité d'invention, mais pour créer une image, ils utilisaient un modèle qui le plus souvent était une gravure ou un livre illustré ou des dessins. Et donc cet artiste, Nicola da Urbino, s'est beaucoup inspiré de Raphaël et de toutes les gravures d'après les dessins de Raphaël et de son école, et à tel point qu'à un moment on pensait, dans les siècles passés, jusqu'au 19e siècle, on appelait la céramique d'Urbino la faïence de Raphaël. Mais il a même pris, par exemple, la façon dont Raphaël pouvait faire un petit peu les visages. C'est-à-dire on sent vraiment qu'il est proche de l'art qui est à cette époque-là très admiré, sachant que Raphaël est lui-même natif d'Urbino. Alors dans l'exposition, on voit donc de nombreuses céramiques, mais aussi vous avez mis en parallèle des ouvrages justement pour montrer le rapport qu'il y a entre les gravures ou les dessins qui illustraient les livres et puis ces décors de céramique. Tout à fait. Alors il y a deux niveaux dans l'exposition. Il y a quelques ouvrages originaux, notamment un Songe de Polyphile, une des très grandes éditions de la fin du XVe siècle, publiée à Venise, dont les décors ont pu inspirer notamment Nicola da Urbino. Sinon, c'est plus en termes de pédagogie, on va dire, plus au second degré, c'est-à-dire que on a pour chaque œuvre dont on connaissait le modèle et qu'on pouvait reproduire, on a reproduit dans le cartel une petite vignette, ce qui fait que les visiteurs peuvent voir quelle est
la source graphique et quelle est la part d'inventivité du peintre. Alors, vous nous avez dit qu'en 1530, en tout cas, la tranche, c'est environ 1480-1530. Tout à fait. Ça disparaît après 1530 ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, il faut surtout pas penser ça. La production continue à être très importante. Alors évidemment, elle évolue. On a toujours des historietti avec des modèles graphiques qui changent. Par exemple, à la fin du XVIe, on a plus de gravures des écoles du Nord, donc des Pays-Bas, d'Allemagne. On a des livres illustrés différents. On peut avoir des influences françaises aussi, des gravures françaises. Nous, on s'est arrêté en 1530. Bon, c'est un petit peu un choix arbitraire. Hein. Donc c'est un peu l'apogée, en fait, de... Voilà, c'est-à-dire que les années 20, le début du 16e, c'est considéré comme, on va dire, d'une très très grande richesse d'inventivité, puisque c'est nouveau. On a une sorte d'explosion de styles, de couleurs, qu'ensuite on ne va plus retrouver. Alors, il y a une autre raison aussi, il y a un autre grand peintre qui s'appelle Francesco Xanto Avelli, qui est surtout présent dans les années 1530, auquel une exposition a été consacrée récemment à Londres, à la Wallace Collection. Comme on avait bien montré la production de ce peintre, on n'en a pas du tout montré dans notre exposition, c'est un choix. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a pris, on va dire, les débuts. Ce sont des pièces étonnantes, puisque quand on imagine que tout ça se passe dans les mêmes zones, on va dire en Italie centrale et du Nord, au même moment, on a vraiment une grande diversité de créations. Les Italiens ont été quand même influencés par des centres de production de céramique d'Espagne également. Et vous avez présenté dans l'exposition beaucoup de vases à pharmacie, qu'on appelle les albarelli. Oui. Et ce sont eux aussi qui ont circulé tout à fait. d'Espagne en Italie, par exemple. Voilà, alors effectivement, l'albarelle, c'est une forme en fait. Hein, c'est un vase de pharmacie un peu allongé qui était sans doute destiné à contenir des herbes ou des onguents. C'est une forme qui vient, on va dire, d'Orient, donc du monde islamique, et qui circule au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge dans toute la Méditerranée. Après, le rapport à l'Espagne dont vous parlez, effectivement, on a évoqué tout à l'heure le mot majolique. L'une des origines, peut-être, l'une des explications de ce mot est justement le mot peut-être le mot Mallorca, donc la ville de Majorque, sur l'île de Majorque, qui était une grande étape sur la route commerciale entre Espagne et Italie, ou peut-être l'autre explication, disons, les chercheurs ne sont pas certains, est-ce qu'on sera jamais certain de cette origine, une sorte de déformation de l'expression Obra de Malik, l'œuvre, donc la production de Malaga, qui est un centre important de production de céramique lustrée dans le sud-est de l'Espagne. Donc effectivement, la production espagnole du XIVe et du XVe siècle a beaucoup plu aux Italiens. Donc les familles, les riches familles de Sienne, de Florence en ont acheté. Donc il y avait des importations. Elles ont même fait fabriquer des pièces en Espagne à leurs armoiries. Voilà. Oui, parce qu'on retrouve beaucoup d'armoiries aussi sur ces céramiques. Oui. Et donc, au bout d'un moment, quand même, les artistes locaux qui ont vu cette arrivée, disons, en masse de cette production espagnole, qui est tout de même, va dire, quels sont les points communs ? Ce sont de très belles pièces de grand format d'apparat, mais sur les pièces espagnoles, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'histoire racontée. On a de l'héraldique, donc des armoiries, ou des motifs ornementaux, de fleurs ou géométriques, par exemple, parfois des animaux. Voilà. Donc il y a quand même un écart, on va dire. Ce ne sont pas les mêmes productions. Mais ce qui a beaucoup plu à la fois aux gens qui possédaient ces œuvres et aux artistes, c'est la technique, c'est-à-dire c'est de la faïence lustrée. Donc les Italiens connaissaient la faïence, mais le lustre, ça crée c'est une technique décorative en fait qui va créer une sorte de reflet métallescent qui évoque l'orfèvrerie sur la céramique. Donc c'est quelque chose de très précieux. Cette technique qu'on appelle le lustre va beaucoup plaire et donc va être imitée. Et dès la fin du XVe siècle, dans plusieurs centres de production italiens, on a des essais de fabrication du lustre et ensuite ils trouvent en fait la recette. Alors comment l'ont-ils trouvée, on ne sait pas, mais ils la trouvent et il y a les deux centres principaux d'Ombrie, donc Gubbio et Déroute, pour le XVIe siècle seront ceux qui vont, on va dire, se spécialiser dans la fabrication de ces pièces lustrées. Et au XVIe siècle, en Italie, le mot maiolica veut dire céramique lustrée.
D'accord. Voilà. Donc vous voyez, c'est un mot qui a toute une histoire. On a fait le tour là. Voilà. On a bouclé effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup Françoise Barbe de nous avoir présenté donc cette majolique italienne, donc une très belle céramique à aller voir au Musée national de la Renaissance au Château d'Écouen.